Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de Guide en Tandem et je suis ce soir en compagnie de Stéphanie Attias. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jérôme. Très heureux d'être avec toi sur le plateau. On va repartir découvrir Israël et aujourd'hui je vous emmène à Zichron Yaakov. Magnifique Zichron Yaakov. Donc Très tu joli. connais Zichron Yaakov. Absolument. Dans la région du Carmel. Carmel. Je le saurais. Bravo Stéphanie. Effectivement, nous sommes dans le Carmel, le tout début du Carmel, le versant sud-est. On rappelle que la grande capitale régionale du Carmel, c'est la ville De Haïfa. de Haïfa, la troisième ville du pays. Et on a cette ville, ce village extraordinaire de Zichron Yaakov, qui fait beaucoup penser à un village méditerranéen, entre terre et mer. Et figure-toi qu'une des particularités de Zichron Yaakov, c'est peut-être son charme qui fait ça, c'est qu'à ton avis, qui sont les visiteurs? Quelle sorte de touristes vont venir à Zichron Yaakov? Des touristes israéliens. Des touristes israéliens. Effectivement, on n'a quasiment pas de touristes étrangers qui viennent à Zichron Yaakov. D'ailleurs, à l'Office du tourisme, tout ce que tu peux demander n'existe qu'en hébreu. D'accord. Parce que ça fait village provençal français Tout à ou fait. méditerranéen italien. Et du coup, les touristes n'ont pas envie de retrouver en Israël ce qu'ils ont déjà chez eux. Et donc, ce sont des touristes israéliens qui viennent à la découverte de Zichron Yaakov. Ce qu'on a fait nous d'ailleurs aussi. C'est vraiment très très beau. Et c'est vrai, la particularité de cette ville, c'est vraiment de se retrouver un peu en Europe. Oui, tout à fait. Alors, on voit sur les images Zichron Yaakov, il faut savoir qu'à l'origine, les toits des maisons étaient des briques qui venaient de Marseille. Incroyable. Et on va voir l'influence française très importante qu'on va retrouver à Zichron Yaakov. Donc Zichron Yaakov, il y a encore 150 ans, c'était un petit village qui s'appelait Zamarine. Et en 1882, début de la première Aliyah, nous avons des juifs d'origine roumaine qui viennent de l'organisation qu'on appelle les Amants de Sion, les Ohavé Tzion, qui arrivent notamment à Zichron Yaakov, à Rishon LeZion, à Rosh Pina et à Petar Tikva, et qui vont essayer de faire renaître la terre d'Israël, cette terre d'où doit couler... Le lait et le miel. Alors tiens, le lait et le miel, c'est quoi le lait? Pourquoi est-ce que la Bible nous parle du lait et du miel? Parce Alors, que, a priori, le lait, on peut se poser la question, Israël n'est pas connu pour être un pays avec beaucoup de vaches, en tout cas pas à l'époque biblique. On peut s'imaginer que s'il y avait du vache, le lait serait bon pendant quelques minutes avant que sous 40 degrés, en l'absence de réfrigérateur, il tourne vite. Pourquoi le lait et le miel? Alors pour le miel, oui, je sais que c'est les dates. Alors, effectivement. Mais pour le lait, non. Alors, le lait, selon certains rabbinim, mais comme on dit, il y a marloquette, il y a discussion, pour certains, le lait, en fait, c'est une image pour désigner le vin blanc. D'accord. Ce qui serait assez logique parce que, effectivement, historiquement, on sait qu'il y avait beaucoup de vignes, beaucoup de vins. Oui. C'est une explication que j'aime bien parce que j'ai jamais vraiment vu l'image de la vache et du lait à l'époque biblique. C'est intéressant à chercher aussi, religieusement parlant, l'explication. Je chercherai pour la prochaine fois. Donc le lait et le miel. Et donc on a ces immigrants roumains qui décident de venir et de redonner vie à la terre d'Israël. Très rapidement, ils vont faire faillite parce qu'ils connaissent pas la technique d'agriculture quand tu viens de Roumanie ou de Russie pour faire refleurir le désert. Le désert, c'est un peu compliqué et on a leur sauveur qui va arriver, le baron Edmond de Rothschild. La branche française des Rothschild, grand philanthrope, pas du tout intéressé par la finance, mais par les arts, par le vin et la philanthropie pour aider les communautés juives qui font ce choix radical. Il faut être fou pour s'installer en Eretz Israël il y a 150 ans. C'est le Moyen-Âge. Est-ce que tu sais, à Zichron Yaakov, en quelle année l'électricité est arrivée? Non, mais ça doit être aux alentours des années 50. 1934. Donc ça veut dire que les 50 premières années où ces immigrants sont arrivés, il n'y avait pas d'électricité. Voilà, il faut s'imaginer une vie extrêmement rude, beaucoup de morts à cause des maladies. Presque la moitié des immigrants repartent dans les premières années de leur pays d'origine. Donc il faut vraiment avoir une volonté de fer pour s'accrocher. Et le baron de Rothschild va décider de dépenser une fortune, on parle de 50 millions de dollars, sur l'ensemble de son œuvre pour aider ces communautés à s'installer. Et donc toute une partie de la ville va rendre hommage au baron de Rothschild et on a tout d'abord, à côté de la rue principale, le magnifique jardin qui s'appelle le Gan Tioul, le jardin du voyage, qui a été conçu par évidemment un paysagiste français qui reprend les codes du jardin français 19e siècle, donc un jardin avec un espace de jeu pour les enfants, avec énormément d'arbres, avec au centre des bancs sur les côtés,
une énorme fontaine au centre avec des nénuphars et de la végétation, qui va être le point vert de ce village de Zichron Yaakov. Et en face de ce Gan Tioul, qui est un parc extraordinaire, on a là où était la première école de Zichron Yaakov à la fin du 19e siècle, ce qui est aujourd'hui le musée de la première Aliyah. Exactement. Donc c'est un musée qui est très, très intéressant. Il faut savoir que c'est également dans ce musée que le baron de Rothschild et son épouse résidaient quand ils visitaient Zichron Yaakov. Et ce musée retrace à travers des objets, à travers des témoignages, à travers des photos, même des vidéos, cette aventure des premiers immigrants. Parce que une des particularités de la première Aliyah, c'était ces gens qui avaient tout lâché pour venir en Israël, mais qui voulaient, au-delà de cette volonté sioniste d'être là, être indépendants. Et devant leur banqueroute, ils ont dû accepter l'aide. Et du coup, une forme de soumission, parce que Rothschild n'a pas juste envoyé des chèques, il a envoyé des ingénieurs, il a envoyé des contremaîtres. Et du coup, c'est créé une forme de hiérarchie qui a été très compliquée à vivre pour certains, qui aspiraient aussi à une forme de liberté quand ils ont fui, notamment l'Empire tsariste et les pogroms. Donc on a à travers ces témoignages des histoires très intéressantes, très poignantes de ces communautés partagées entre la liberté et ses difficultés et l'indépendance. Exactement. Donc, musée de la première Aliyah. On a parmi les vidéos ces images de marais dont on a entendu parler lors de la première Aliyah, puisque le gros travail de la première Aliyah a été notamment d'assécher les marais. Jusqu'à Tel Aviv même. Jusqu'à Tel Aviv. Ces marais étaient tellement importants que la limite sud du Carmel, c'est une rivière qui s'appelle la Nahal Taninim, qui veut dire le fleuve des crocodiles. Le fleuve des crocodiles, parce que jusqu'à l'arrivée de ces pionniers juifs, il était effectivement infesté de crocodiles. Incroyable. Donc il a fallu assécher ces marais, et une des techniques utilisées a été le fait de planter des ficus qui boivent énormément d'eau et qui ont aidé à assécher ces marais. C'est pour ça qu'on retrouve dans la plupart de ces communautés de la première Aliyah énormément de jardins et énormément de ficus. Incroyable. Juste à côté, donc le grand ficus qu'on peut voir là du Gan Tioul, fait par Rothschild. Évidemment, on va construire une synagogue qui va dédier à son père. Alors la ville elle-même est dédiée à son père. Le père du baron de Rothschild s'appelait Jacob, donc la ville s'appelle Zichron Yaakov, le souvenir de Jacob. Le souvenir, la mémoire de Jacob, et la synagogue va s'appeler Ohel Yaakov. La tente de Jacob. La tente de Jacob, donc la première synagogue. On a une photo, la fin 19e siècle, qui montre les premières fêtes auxquelles participaient les habitants de la ville. Et la ville, à ce moment-là, on parle de 150-200 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville de 20 000 habitants, mais pendant les 80 premières années, il y avait moins de 5 000 habitants à Zichron Yaakov. Magnifique. Synagogue qui existe toujours, qui est toujours fréquentée, dans lesquelles il y a toujours les offices. Et juste à côté, et c'est ce qui va faire le grand charme de Zichron Yaakov, on a cette grande rue piétonne, qui s'appelle la Rehov Ameyazdim, qu'on pourrait traduire par la rue des fondateurs, dans lesquels on a ces cafés, ces restaurants, petites échoppes, ces boutiques, ces échoppes, des brocanteurs, des galeries avec plein de petites ruelles, et qui effectivement fait penser à un village provençal. Et notamment un très bon restaurant, Tishbi. Tishbi, qui est le nom d'une cave également. Absolument, qui fait aussi des très bons vins et qui est très réputé. Tout à fait. À visiter. À visiter. Et à consommer avec modération. Aussi. Et donc, dans ces ruelles, on a des choses surprenantes, de la décoration, de l'art. C'est vraiment une ville, presque un village, on pourrait dire, artistique. Artistique dans la manière dont les choses sont présentées. Un petit Montmartre. Exactement. On pourrait dire ça, un petit Montmartre avec le soleil du sud. Un peu plus loin dans cette rue, on a également la fontaine, la Brechat Binyamina, puisque une des grosses difficultés fin 19e siècle, c'était l'accès à l'eau. On n'imagine pas une seconde que les maisons avaient l'eau courante, donc il fallait trouver des moyens d'avoir de l'eau pour l'alimentation et puis ensuite pour l'agriculture. Donc la fontaine, grâce au baron de Rothschild, qui va permettre l'accès à tous gratuitement à l'eau. Zichron Yaakov, c'est aussi l'histoire du Nili. Et on a à Zichron Yaakov, dans cette rue, le musée Nili. Le musée Nili, donc, qui fait honneur à cette organisation, qui est le premier réseau d'espionnage juif. Ouais. On est au moment de la Première Guerre mondiale. C'est Sarah Aronson et son frère
qui décident d'aider les Britanniques contre les Ottomans pour gagner la guerre, et donc qui vont créer ce réseau, communiquer avec un système de messages et notamment des pigeons voyageurs, et qui vont permettre aux Britanniques de gagner la guerre contre les Ottomans, ce qui amènera le mandat britannique, la déclaration Balfour, et puis 30 ans plus tard, l'indépendance. Donc on doit beaucoup à ce premier réseau, et hommage leur est fait au musée Nili, qui vaut le détour. Il faut appeler avant parce que la visite ne se fait pas de manière libre, et qui est un musée très émouvant et très intéressant. Et enfin, bien sûr, et c'est la raison de la décoration de cette table, on ne pourrait pas parler de Zichron Yaakov sans parler du vin. Alors le vin, c'est le grand projet du baron de Rothschild à travers la renaissance de la terre, et c'est à Zichron Yaakov qu'on va avoir les premiers vignobles qu'il va installer avec des cépages français. Il va installer également à Zichron Yaakov une industrie de verrerie, pour l'embouteillage des bouteilles, avec le projet de faire du vin et de l'exporter pour faire du vin cachère qui puisse être exporté partout dans le monde. Magnifique. Donc aujourd'hui, le vin israélien est un vin réputé au niveau mondial. Il reçoit des prix un peu partout dans les foires au vin et les Vinexpo. Ça a été un très long travail grâce à énormément d'investissements et la volonté à la fois des Français et des Israéliens de retravailler cette terre et de permettre au vin de renaître après des centaines d'années où la terre était inexploitée. C'est ça. La particularité de Zichron Yaakov, c'est la visite de nombreux vignobles, de caves, et on a également des hôtels et des maisons d'hôtes où on peut résider au milieu des vignes et se lever le matin avec ces odeurs et ces couleurs si particulières en étant sur les vignobles. Des vues magnifiques de plaines, Ouais. absolument gigantesques, et c'est assez fascinant. C'est fascinant. Alors, et c'est la particularité de cette partie du Oui. Carmel, c'est que tu as les plaines, mais à la fois tu as les hauteurs Exactement. du Carmel et la Méditerranée qui est à quelques Tout à kilomètres. Donc on a encore une fois ce très beau mélange ciel, terre et mer. Donc Zichron Yaakov, une très belle visite. Il y en a pour les grands, pour les petits, de la dégustation de vin, mais également des ateliers. Je vous le conseille très fortement, ça vaut la peine. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Jérôme, j'ai redécouvert Zichron Yaakov et j'y retournerai je pense pour découvrir ces beaux musées essentiels. Eh ben merci. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, À bientôt. avec Guide en Tandem et sur Tandem TV.